Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci à nouveau d'être là, comme chaque mois, avec Qualité et Formation Professionnelle. Nous accueillons aujourd'hui notre excellente amie Alexa Rousseau de Veille Formation. Bonjour. Voilà, puis bon, Alexa, présente-toi. Oui, je m'appelle Alexa Rousseau, je suis auditrice et accompagnatrice Calliope et fondatrice de la plateforme de Veille Formation, qui facilite le travail des acteurs de la formation sur la veille et son exploitation. Et vivement conseillé par CFS+. Voilà, Merci Michel. un outil de veille extraordinaire, exceptionnel. Bravo. Paul, tu te présentes rapidement? Ouais, bonjour à tous, Paul Jean, accompagnateur Calliope. Avant, j'étais responsable qualité dans un CFA et je suis très content aujourd'hui d'être avec vous et pouvoir interagir avec vous sur les nouveautés, les évolutions sur la formation professionnelle en 2024. Donc, je vous encourage à interagir dans le chat et on répondra à toutes vos questions. Isaline? Bonjour, Isaline Jarosset. Donc du coup, je m'occupe des enregistrements RNCP et RS au sein de CFS+, et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, donc il s'agit de voir un petit peu ce qui nous attend, ce qu'on peut prévoir sur la formation professionnelle en 2024. Et ce webinaire fait suite au webinaire que nous avions fait avec Stéphane Rémy de la DGEFP, qui nous avait annoncé des choses. Et puis surtout aussi, on va parler de la V8 qui vient de sortir ce matin. Donc on y va, on commence avec les nouveautés Calliope. Alexa. Oui, alors avant de parler de la très attendue V8 qui nous a fait donc l'honneur de sortir ce matin et que nous allons quand même tenter de vous commenter, même si c'est tout frais, on va vous en donner les grandes lignes quand même tout à l'heure. Faisons un petit stop sur l'arrêté du 31 mai 2023, puisqu'il semblerait que tout le monde n'ait pas encore bien reçu cette information. Oui, le 31 mai 2023, un arrêté est sorti et modifie notamment les modalités de l'audit de surveillance. Déjà, la première chose à signaler pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, et c'est très important, dans cet arrêté qui a été pour la plupart applicable au 1er septembre, il vous est demandé d'afficher votre certificat Calliope. Croyez-en mon expérience d'auditrice, cette information n'est pas passée partout. Donc, n'oubliez pas, il faut afficher votre certificat Calliope, non seulement dans vos locaux, si ces locaux servent à la formation, mais aussi sur votre site internet. Il faut que ce soit non pas le logo uniquement, mais bien le certificat qui est affiché ou téléchargeable. Voilà. Cette information doit permettre en fait à tout public de savoir quel est votre certificateur et en cas de souci de pouvoir effectivement se rapprocher de votre certificateur. Voilà, c'est pour cela que cette obligation est apparue. Donc ça, vu que c'est une non-conformité majeure, si vous ne l'avez pas fait, précipitez-vous pour le faire dès à présent. Pour ceux qui n'auraient pas passé encore leur audit de surveillance, eh bien, bonne nouvelle, si vous n'étiez pas nouvel entrant, votre audit va être un petit peu allégé, puisque maintenant sont audités en audit de surveillance les indicateurs qui donnent lieu à une non-conformité majeure, ainsi que les indicateurs 1, 17, 19 et 3, s'il vous est applicable. Le 3 n'est applicable, bien sûr, qu'aux organismes qui dispensent des formations certifiantes au sens RNCP du terme. Et on va rajouter à cette liste les indicateurs 7, 14, 15, 16, 20 et 29, s'ils vous sont applicables également. Vous voyez qu'on a mis un petit lien vers un décryptage de l'arrêté et un rappel synthétique des changements qui ont été justement mis en place au 1er septembre. N'hésitez pas, quand le PowerPoint sera disponible en téléchargement, à aller regarder ces documents-là, puisqu'ils vous rappelleront précisément tout ce qu'il faut prendre en compte et exploiter, puisque bien sûr, ça fait partie de l'exploitation de votre veille, ne l'oubliez pas. Voilà, donc ces indicateurs-là vont être audités en audit de surveillance, ainsi que ceux qui ont fait éventuellement l'objet d'une non-conformité à l'audit initial. Ça, c'est si vous n'êtes pas nouvel entrant. En revanche, si vous étiez nouvel entrant en audit initial, tous les indicateurs seront audités,
de façon classique comme avant. Voilà, donc ça, c'est le gros changement qui est intervenu sur cet arrêté du 31 mai. Il y en a d'autres aussi, mais que peut-être on vous laissera découvrir dans les documents qu'on vous partage aujourd'hui. Là, voilà, les deux gros changements sont ceux-là et je constate effectivement que malheureusement, l'information n'est pas très bien passée. Beaucoup d'audités n'avaient pas pris connaissance de cela et c'est un petit peu dommage puisque, bien évidemment, ça démontre un manque de veille sur la veille légale et réglementaire. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu dans vos accompagnements. Est-ce que les personnes étaient au courant ou pas? Michel? Paul, parce que c'est surtout Paul qui fait des accompagnements maintenant. Non, c'est vrai que bon, on a la chance aujourd'hui d'avoir des décryptages de cet arrêté, en effet, qui ont bien mis en avant de communiquer sur le logo. Donc, bon, ceux qui n'ont pas de site internet, donc l'afficher chez eux, ou aussi à la demande du client d'être en mesure de fournir son certificat Calliope. Après, c'est vrai que les audits de surveillance, donc moins d'indicateurs seront audités. Bah, c'est logique parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez seulement une demi-journée d'audit et à l'audit initial, vous aviez une journée entière. Donc, ça laisse moins de temps à l'auditeur pour pouvoir auditer l'ensemble des indicateurs. Mais je pense que c'est quand même important de continuer à faire vivre son système qualité et à préparer l'ensemble des indicateurs. Et comme on peut le voir, comme vous le verrez, il n'y a pas les indicateurs de veille qui sont auditables à l'audit de surveillance. Pourtant, c'est fondamental aujourd'hui, la veille. Et en fait, presque si jamais vous avez oublié de mettre votre certificat téléchargeable sur votre site internet, bah ça montre une faille un petit peu dans votre système de veille. Et donc, ça pourrait faire l'objet en fait d'une non-conformité à l'indicateur 23. Oui, d'autant que l'arrêté précise que les indicateurs que j'ai cités sont auditables. Ça signifie en principe que si votre auditeur constate dans le cadre qu'il y a effectivement des failles sur des indicateurs qui ne devraient pas être audités, il est en capacité de souligner la non-conformité. Alors après, chaque organisme certificateur a par rapport à ce à minima. Mais je rejoins Paul, il ne faut absolument pas vous démobiliser sur les indicateurs qui ne seraient pas audités en surveillance parce que sinon ce sera retour immédiat de bâton sur l'audit de renouvellement, sachant qu'en plus l'audit de renouvellement n'est pas du tout le même état d'esprit. Si effectivement vous passez un petit peu tard votre audit de renouvellement, voilà, le certificat est caduc et vous risquez de vous retrouver sans certification pendant un petit moment. Donc, restez mobilisés sur l'ensemble des indicateurs, même si en surveillance, ils ne sont pas audités. La veille, tu le rappelais, à juste titre, et on le voit aujourd'hui, si on n'est pas focus sur ce qui se passe dans l'univers de la formation, ben on passe à côté de choses très importantes. Donc, ça reste une bonne chose, comme tu le disais, sur le fait d'alléger un petit peu cet échange qui dure parfois une demi-journée. Néanmoins, ça veut dire aussi que l'échantillonnage va être défini par l'auditeur en entrée d'audit sur la base des informations de votre BPF et sur la base de l'échange qu'on peut avoir en réunion d'ouverture, qui va lui permettre de définir quelles sont les actions qui sont un petit peu prépondérantes dans le cadre de votre activité, soit parce qu'elles représentent un volume d'activité plus important, soit parce qu'elles représentent un volume d'apprenants plus important. Il va définir précisément cet échantillonnage et donc, ayant moins d'indicateurs à auditer, va pouvoir aussi creuser un petit peu plus. On rappelle aussi que cet audit de surveillance, ça se base sur justement un échantillonnage et donc des dossiers qui sont observés. On n'est plus du tout sur le principe du processus, on est sur l'observation du déploiement de vos process dans vos dossiers réels. Donc, c'est l'auditeur qui va choisir et il va essayer de vérifier que vos process sont bien systématisés dans l'ensemble de vos dossiers de formation, d'apprentissage, VAE ou bilan de compétences.
Je vois qu'il y a une question qui est intéressante dans le chat, c'est effectivement, si on est OF multisite, est-ce que le certificat Calliope doit être affiché dans tous les sites? Je vous confirme que oui. Voilà. Et donc, bien que… Très bonne question. Voilà, bien qu'on n'audite pas effectivement tous les sites, il y a un échantillonnage de sites, je peux vous conseiller une chose, c'est de photographier cet affichage dans l'ensemble de vos sites pour montrer à votre auditeur que ça a bien été le cas. Voilà. Parfait. Par rapport à l'affichage, j'ai bougé ma caméra parce que nous, notre affichage, il est là depuis longtemps derrière notre Kakemono. Là, vous voyez, nos deux documents, d'ailleurs, notre document initial plus notre audit de surveillance, j'ai les deux qui sont affichés. Quant à afficher le certificat sur son site web, pour moi, c'est fait depuis le début. Ça me paraît logique. Je mets mon logo Calliope et je le rends cliquable. Et je clique et je vois que effectivement j'ai bien Calliope à la date convenue. Donc j'affiche, dire que c'est bien de dire qu'on est Calliope, mais il faut montrer qu'on l'est réellement. Donc il suffit de rendre son logo cliquable et puis on va constater que oui, il est bien Calliope. Et c'est vrai, on sait par qui il a été certifié, à quelle date, etc. On voit si c'est de l'affichage, il n'y a que l'audit initial ou si bien il y a l'audit initial plus l'audit de surveillance. Vous voyez, quand on clique sur le logo sur CFS+, on trouve les deux. Hein, j'ai un PDF avec les deux certificats à la suite. Ok. Voilà. Et ça pratique de faire ça. Maintenant, il y a beaucoup de questions. Dernier point, c'est que l'affichage du logo n'est pas obligatoire non plus, hein, mais oui. Vous êtes obligé de dire que vous êtes certifié et quand vous le dites, mettez un lien pour montrer que vous l'êtes effectivement. Donc justement, il y a le certificat et le logo. On va rappeler une chose très importante parce que ça aussi, malheureusement, dans les audits, ça donne lieu à beaucoup de non-conformités. Donc l'usage du logo. Le logo, déjà, vérifiez que vous avez la bonne version. Hein, c'est celle que vous voyez là à l'écran avec la Marianne. Sous votre logo, vous devez mentionner pour quelle catégorie d'action vous êtes certifié. Et ça, malheureusement, c'est trop souvent oublié. Donc, il faut marquer la certification a été délivrée au titre de la catégorie ou des catégories, action de formation, etc., etc. Ça, c'est obligatoire. Votre logo ne doit figurer que sur des pages qui sont un petit peu génériques, soit la page de votre catalogue de formation, soit la page d'accueil de votre site internet, en tout cas sur des documents, et je ne parle pas uniquement du site, qui présentent votre organisme et non pas une action de formation en particulier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'action qui est certifiée, c'est bien l'organisme. Donc, si on se réfère à la charte, et c'est très clair là-dedans, pour éviter toute confusion avec éventuellement des titres qui seraient effectivement habilités par des ministères, etc., l'usage de la Marianne au niveau de Calliope, c'est uniquement dans des documents qui décrivent votre organisme de façon générique. Donc, catalogue de formation, livret d'accueil, signature mail, etc. Mais attention où vous placez ce logo. Il n'y a aucun problème à utiliser la phrase en général. Ça, vous pouvez la mettre autant de fois que vous voulez. La phrase organisme certifié au titre de la catégorie X ou Y, c'est OK. Mais à partir du moment où vous utilisez le logo, faites attention où vous le placez. Et donc, la différence entre le logo et le certificat, tout simplement, le logo, c'est simplement un rappel de votre certification. Le certificat, c'est le document qui vous est délivré par l'organisme certificateur auprès duquel vous vous êtes fait certifier. Donc, c'est bien ce document-là qui s'appelle le certificat et qui mentionne tous les éléments propres à votre structure. Hein, donc, bien évidemment, le nom du certificateur, le nom de votre structure, la date de votre certification, pour quelle catégorie d'action vous êtes certifié, etc. Donc, on a bien deux choses qui sont distinctes. Alors, il faut qu'on avance, mais c'est très important. Hein. On est bien dans le sujet de ce qui vous attend en 2024, puisqu'il y a, même si ça date du 31 mai 2023 que c'est déjà actif, Alexa a bien raison de parler des audits de renouvellement qui vont commencer à arriver. Et là, ça va être un petit peu plus dur si vous ne faites pas tout ce que nous sommes en train de vous conseiller de faire, en particulier sur la veille.
Hein. Alors, il y a quelques questions. J'ai une toute petite société unipersonnelle, j'aurais voulu être certifié, mais certains indicateurs ne conviennent pas. Vous vous trompez, tous les indicateurs conviennent, même à une nouvelle société qui vient de se créer et qui vient d'avoir son numéro de déclaration d'activité. Donc, les indicateurs, ils sont adaptables ils sont adaptés à tout le monde, société unipersonnelle comme multinationale. Voilà. Et on en parlera tout à l'heure, mais dans la version 8, oui. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de, comment dire, d'adaptation proportionnée à la taille de l'OF et à son activité, qui a été introduite en préambule. Donc, ça reste à l'auditeur, effectivement, de calibrer les choses. Les indicateurs restent les mêmes et ils seront audités tous ceux qui vous sont applicables seront audités le jour de l'audit, mais il y a cette notion de proportionnalité, alors à voir comment ce sera appliqué, qui est introduite dans cette version 8. Eh bien, formidable, on va en reparler avec la version 8 qui est arrivée ce matin. Voilà. Donc, que Paul et Alexa ont déjà lu et moi pas encore. Bon, alors faut-il afficher l'audit de surveillance et l'audit, moi je fiche les deux, comme ça il n'y a pas de problème. Et encore une fois, ça montre le sérieux de la maison. On voit comme ça quelle est la date initiale, quelle est la date de surveillance, et ça montre bien. Voilà, c'est un seul PDF, hein, vous mettez les deux pages l'une derrière l'autre. Quant au fait que vous n'ayez pas de locaux parce que vous faites tout à distance, et ben vous affichez le logo sur votre site à distance en le rendant cliquable vers votre certificat. Personne n'oblige à voir qui que ce soit à avoir des locaux. Il y a même des gens qui ne travaillent pas à distance et qui n'ont pas de locaux et qui ne travaillent qu'avec des locaux loués, par exemple. Ben, vous pouvez mettre dans le local loué, vous pouvez afficher votre certificat pendant la durée de votre formation. Hein, c'est pas interdit. Voilà. Je conseille toujours, moi, quand il y a des locations, de mettre un petit papier sur la porte pour dire que attention, c'est cet organisme de formation qu'il y a derrière la porte, hein, en particulier quand vous allez dans une entreprise. Bon. On continue, on change de sujet. Continuons. Voilà. En tout cas, merci. Hein, et vous êtes très nombreux. Donc, alors, est-ce qu'il voudrait bien avancer ce... Ouais, je vais anticiper, je sais ce qui se passe après. Donc, l'autre nouveauté qui est sortie juste après, effectivement, l'arrêté du 31 mai, enfin juste après, à la rentrée, disons, c'est la mise à jour de la foire aux questions du ministère. C'est resté sur la version 1 et voici la version 2 qui intègre finalement les nouvelles modalités d'audit et les nouveautés issues de l'arrêté du 31 mai. Et bon, c'est assez intéressant d'aller bien explorer cette foire aux questions parce qu'elle apporte pas mal de réponses, enfin c'est le but, justement sur des points de détail qui n'en sont pas, hein, notamment la définition du nouvel entrant. On reprécise par rapport au multisite. Il y a plein de choses qui sont précisées dans cette foire aux questions qui méritent donc une lecture attentive de votre part. Bien évidemment, le sujet du jour, c'est la version 8 et on va en parler. Juste un petit aparté sur les premiers résultats de l'enquête sur la certification Calliope. La DARES, effectivement, a mené cette enquête et c'est assez intéressant de voir que sur l'ensemble des organismes de formation, on peut dire qu'à peu près 50% à aujourd'hui sont certifiés, 49% pour être précise. Donc déjà, ça permet de voir un petit peu quelle a été l'adoption du référentiel à aujourd'hui. Hein. 4% seraient en cours de certification, donc en plus de ces 49%. 42 disent ne pas ou ne plus être certifiés. Bon, et après, il y avait effectivement ces 5% qui disent ne pas connaître la certification, mais comme le dirait Michel, c'est peut-être le stagiaire qui a répondu à l'enquête, parce que comment faire aujourd'hui de la formation sans être au courant que Calliope existe. Mais bon, en tout cas, pour certains, cela pose encore question de se certifier, très probablement parce que il est assez facile de rester pour le moment sous-traitant et donc de ne pas se présenter à la certification quand on a un volet d'activité qui ne nécessite pas forcément d'aller plus loin.
Je confirme, et ça c'est très important, que dans la version 8 qui est sortie donc tout à l'heure, il est bien clair que les sous-traitants n'ont pas à se certifier Calliope, tant que, en tout cas, on va en reparler, ils n'ont pas, ils n'interviennent pas sur des formations inscrites au CPF, en tout cas sur la base initiale du référentiel. Les sous-traitants d'un organisme classique n'ont pas à se certifier aujourd'hui. Voilà. C'est écrit dans la précédente version et c'est désormais précisé, je crois, sur l'indicateur 27, il me semble. Je vais vous dire ça plus précisément. Mais en tout cas, c'est écrit en toutes lettres. Donc, on a entendu beaucoup de rumeurs à ce sujet. Est-ce que les sous-traitants devaient accéder à la certification ou pas? Eh bien, écoutez, la réponse, elle est claire. Cet indicateur n'impose pas aux sous-traitants l'obligation de certification Calliope. Voilà, donc l'indicateur 27 a été rédigé comme ça. Enfin, en tout cas, le guide de lecture. L'indicateur, lui, n'a pas bougé. Voilà, donc c'est assez intéressant d'aller consulter cette enquête sur la certification Calliope. Ça fait partie de votre paysage, donc je vous invite à la lire. Et Paul, tu avais d'autres commentaires avant qu'on passe à la version 8? Non, on peut passer à la version 8. Donc, une version 8 très intéressante, très riche, avec pas mal de nouveautés. Bon, c'est très récent, très frais dans nos têtes. Alors, peut-être, moi, ce que je soulignerais, c'est d'abord une nouveauté qui concerne les formations certifiantes, RS et RNCP. Donc, c'est bien précisé dès l'indicateur 1. Pour ceux qui font des formations certifiantes, ils doivent bien indiquer le numéro RNCP ou RS de leur formation certifiante. Ensuite aussi, toujours pour les formations certifiantes, un autre point qui a attiré mon attention, parce qu'on va tout à l'heure parler des certifications RS, RNCP, mais c'est sur les objectifs. Donc les objectifs que vous allez déterminer sur ces formations, il faut bien qu'ils soient en adéquation avec les objectifs de l'organisme certificateur de la certification RS et RNCP. Et un autre point sur l'indicateur 8, c'est la vérification des prérequis qui doivent être aussi en adéquation avec, bien sûr, les prérequis de votre organisme certificateur. Donc, c'est ces points-là que j'ai trouvé intéressants. D'autres points aussi sur les CFA que je trouvais que ça manquait dans la version 7, c'est sur l'indicateur 4, où vous devez faire une analyse du besoin en lien avec les missions de l'apprenti en entreprise. Donc ça, je trouve que c'est un point très important pour la qualité des CFA. Et pour moi, en effet, ça manquait de ne pas vérifier ce point lors des audits Calliope. Peut-être Alexa, je te laisse continuer sur ce point. Alors, on a préparé une version surlignée qui vous sera accessible juste après le webinaire, qui est aussi accessible sur notre page LinkedIn Veille Formation. Voilà, ça va vous permettre de voir effectivement tout ce qui a été ajouté ou modifié par rapport à la version 7. Tu as raison, sur l'aspect certification, il y a pas mal de précisions. Il y a aussi un renfort sur tout ce qui est prise en charge du handicap, enfin en tout cas prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Le guide de lecture version 8 est émaillé de nota bene ou de précisions sur ce sujet-là. Donc, il va falloir quand même en tenir compte. Ce qu'on peut noter aussi, donc, c'est l'introduction d'un préambule beaucoup plus détaillé qui vient expliquer comment doit être conduit un audit, sur notamment la conformité qui repose sur l'appréciation de l'auditeur quant à la mise en œuvre des exigences et non sur la seule présence ou l'absence de un ou plusieurs éléments de preuve. Donc, ça renforce un petit peu cette idée quand même de dialogue et de compétence de l'auditeur à apprécier les choses. Je le disais tout à l'heure, il y a une notion de proportionnalité. C'est vrai que beaucoup d'audités se plaignent du fait que entre un organisme de grande importance et un petit indépendant, on ne voit pas forcément les différences d'appréciation. Donc là,
il y a ce rappel de proportionnalité en fonction des caractéristiques de la formation, donc formation courte ou longue, individualisée ou sur catalogue, certifiante ou non certifiante. Voilà. Après, on ne sait pas encore quelles sont les consignes données aux auditeurs par rapport à ça, parce que ces notions-là sont intéressantes et à la fois, elles donnent lieu à interprétation. Donc ça, c'est toujours un petit peu dangereux. Les indicateurs peuvent être audités de façon chronologique ou pas. Donc ça aussi, c'est intéressant de le souligner. Ce n'était pas précisé auparavant. On précise aussi, et ça je trouve ça plutôt malin, qu'un élément de preuve peut servir à attester du respect de plusieurs indicateurs. Donc, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que très souvent, les audités se font fort de proposer un document par indicateur et on arrive à quelque chose d'assez complexe. Mais non, je l'affirme haut et fort, c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. Sur un même document, vous pouvez collecter effectivement différentes données qui vont vous servir à justifier, par exemple, du recueil du besoin et des attentes des bénéficiaires et de leur positionnement. C'est pas forcément deux documents différents, ça peut être un seul et même document si vous le souhaitez, tant qu'on distingue bien les choses. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, soyez malins, réinterrogez vos pratiques aussi avant vos prochains audits pour simplifier les choses. Les éléments de preuve ont été complétés sur la version 8, vous verrez. Il y a beaucoup plus de choses qui vous sont proposées. Ce sont des propositions. On ne vous demande pas évidemment d'avoir tous les documents qui sont listés en éléments de preuve. Ce sont des propositions, vous pouvez en trouver d'autres. Ce n'est pas exhaustif et ça aussi c'est bien précisé en préambule. La définition des nouveaux entrants qui a été introduite dans l'arrêté du 31 mai est aussi précisée en préambule et donc on considère comme nouvel entrant un prestataire qui est dans sa première année d'activité, bien sûr, mais aussi un prestataire qui débute sur une activité ou une nouvelle catégorie d'action. Donc c'est là où la précision est importante. Pour répondre à une des questions du chat, la mise en application de ce guide de lecture est à réaliser sous 2 mois maximum. Ça aussi, c'est précisé en préambule. C'était la même chose pour la précédente version. Donc, sous 2 mois, les choses vont évoluer, le temps que les certificateurs s'en saisissent et donnent aussi leurs nouvelles consignes aux auditeurs. C'est important. On ne va peut-être pas détailler. Ce serait beaucoup trop long. Non, parce que effectivement, ce n'est pas un webinaire qui est consacré à Calliope. On pourrait faire un webinaire que sur la version 8. Pourquoi pas en décembre, mais on n'a pas prévu de webinaire en décembre. En tout cas, soyez patients, le webinaire dure 1h30. On est en train de terminer la première demi-heure effectivement sur Calliope parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec l'arrêté du 31 mai et avec la version 8. Mais vous inquiétez pas, on va continuer avec le CPF, avec la sous-traitance et avec les contrôles de France Compétences et sur le CPF. Vous inquiétez pas, on a encore il y a encore du grain à moudre dans tout ce qu'on a à vous dire. Mais ce premier point sur Calliope est dense, vous avez raison, c'est important, mais c'est essentiel avec toutes ces nouveautés qui sont importantes et intéressantes. Un petit point quand même qui était très attendu avant peut-être de passer à autre chose, c'est que les enquêtes de satisfaction auprès des financeurs étaient souvent un souci. Pourquoi? Parce que la plupart des financeurs, si on n'a pas un contact direct chez eux, ne répondent pas aux enquêtes. Donc, on se demandait un petit peu quelle était l'utilité de cela. Alors, l'exigence n'a pas été supprimée, non, mais elle a été, disons, adaptée. Je vais la lire pour ne pas trahir les propos des rédacteurs. La sollicitation des appréciations des financeurs n'est pas exigée à la fin de chaque prestation, mais doit être effectuée au moins une fois par an ou selon les modalités précisées par le financeur pour lui permettre de faire part au prestataire, s'il le souhaite, de ses observations sur son activité. Donc déjà, on voit que le financeur peut le souhaiter ou non. Et dans le cas donc, où la sollicitation du financeur ne donnerait rien, elle peut être remplacée par la participation du prestataire à des webinaires thématiques ou des réunions relatives aux bonnes pratiques organisées par le financeur. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Si effectivement les OPCO ou en tout cas
ceux avec lesquels vous travaillez régulièrement font des webinaires pour préciser quelles sont leurs exigences, quels sont leurs attendus en matière de complétude de leur dossier et de leur prise en charge. Voilà, il faut y assister, conserver la preuve du suivi de ce webinaire, bien évidemment, et cela servira de preuve le jour de l'audit. Et ça remplacera effectivement un questionnaire qui reste parfois sans réponse. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même. Voilà. On va voir effectivement comment ça va être déployé. Avant de passer au sujet suivant, donc qui va traiter de la sous-traitance, etc. Non, tous les éléments de preuve cités, ce n'est pas. On a connu ça récemment. Notre auditrice nous a demandé tous les éléments de preuve cités. Non, les éléments de preuve sont des exemples et on donne au moins un élément de preuve parmi ces exemples et on peut même montrer des éléments de preuve qui sont pas dans la liste. Dès lors, pertinent. Hein. Évidemment, il faut que je donne un élément de preuve qui démontre l'existence effectivement de ce qui est décrit dans l'indicateur. Faut-il avoir obligatoirement des locaux de 5e type ERP catégorie quand on est Calliope qu'on n'est pas encore certifié? Non. Et puis les histoires de ERP, c'est un cas particulier qu'on ne va pas développer ici. On n'est pas obligé d'avoir des locaux accessibles au public. Enfin, Dans la mesure où vous envoyez une convocation à vos bénéficiaires, vous n'avez absolument aucune obligation d'être ERP. Donc, rassurez-vous. C'est juste la logique, c'est juste de vous assurer que vous accueillez les personnes dans de bonnes conditions et qu'elles sont en sécurité dans les locaux que vous leur proposez. Voilà. Donc, et puis, si vous louez des locaux, c'est au bailleur d'être ERP. Puis, si vous êtes locataire, c'est au bailleur d'être ERP, etc. Et puis, il y a des seuils. Enfin, bon, tout ça est très, très compliqué. Ne vous inquiétez pas sur le côté ERP. Quand on vous dit le RP, que vous pouvez donner une attestation que vous êtes établissement recevant du public, c'est un exemple de preuve parmi d'autres. Voilà, tout à fait. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'être ERP. Non. Voilà. Alors, on continue avec la diapo suivante, qui est celle-là. Voilà. Alors, CPF. Voilà, on change de sujet. Vous voyez, on a passé 32 minutes et 15 secondes sur Calliope. Eh bien, on va changer de sujet, mais c'était important. Merci, Alexa et Paul, de votre première lecture de cette version 8. C'est paru ce matin quand même, on vous en parle. Milieu de matinée pour être exact. Donc, voilà. Oui, on est en veille. On sait comme ça que le webinaire n'était pas enregistré à l'avance. Exactement. Alors, pour parler du CPF, en tout cas sur ce sujet-là qui vous a peut-être échappé, c'est un sujet majeur. C'est jusque-là, les nouveaux entrants, entre guillemets, au CPF devaient justifier de certains éléments très précis et uniquement ces nouveaux entrants. La Caisse des dépôts a souhaité étendre cette vérification aux organismes de formation qui étaient déjà présents sur mon compte formation. Donc, vous êtes censé recevoir un courrier ou un mail, en tout cas, d'informations à ce sujet et ensuite compléter un dossier. Donc, je vous engage à bien lire les mails que vous recevez de la part de la Caisse des dépôts, de toute façon, toujours, mais là en particulier en ce moment, puisque j'imagine que la vague a lieu en plusieurs fois. Voilà, ne vous dites pas, ça concerne uniquement les personnes qui viennent d'entrer sur le CPF. Non, non, pas du tout. L'article pour lequel on fait référence là de Centre Info vous en dira un petit peu plus, mais surtout sur la plateforme et d'offres réservées aux prestataires de formation, vous allez retrouver l'article qu'on voit sur la gauche et qui vous mentionne avec un document associé un petit peu les différentes étapes et ce qu'il faut en comprendre. Donc là, c'est une lecture très attentive qui vous est demandée parce que, le souhait, c'est de s'assurer effectivement du sérieux des prestataires, mais vous savez que l'État, dans ce cas-là, ne fait pas de cadeaux. Donc, lisez attentivement ce qui vous est demandé, répondez avec précision, avec les bons documents.
si je résume ça, on n'a pas beaucoup de chances de se tromper. Donc, il faut être très attentif là-dessus. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà répondu à cette procédure-là et s'ils peuvent nous faire part de leur témoignage. Mais on entend un petit peu à droite à gauche que des choses ont été demandées en précision supplémentaire, comme par exemple un business plan. Bon, on est un peu étonné de ça. On n'a pas eu ce cas-là directement en accompagnement, nous, donc on ne sait pas. Mais en tous les cas, voilà, soyez très attentifs à ce qui vous est demandé. Les documents doivent être les plus actualisés possibles. Et c'est pas une simple formalité. Si la Caisse des dépôts estime que les documents ne répondent pas à leurs exigences, vous pouvez être déréférencé avec les conséquences bien évidemment compliquées que l'on peut connaître. Alors, deux choses, je profite pour répondre à quelques questions. Les indicateurs concernant la certification, est-ce que ça concerne les certifications enregistrées au RNCP? Les 3 indicateurs 3, 7 et 16 concernent que le RNCP. J'ai entendu pas de logo Calliope dans le footer du site, vous confirmez, Alexa? Ça veut dire quoi, ça? Alors, pourquoi c'est embêtant qu'il soit dans le pied de page? Le footer, c'est le pied de page du site. Parce que forcément, quand vous êtes sur la page d'une formation ou d'une action en particulier, il va être quand même présent. Donc, il vaut mieux effectivement ne pas le mettre dans le pied de page, même si, bon, la plupart des auditeurs comprennent que le pied de page, il est le même sur l'ensemble du site. Mais ne prenez pas de risque, mettez-le ailleurs. Bien, voilà. Alors, il faut qu'on change notre site, alors. Bon, bref, on n'a jamais eu de non-conformité pour oui. cette raison qui me semble être quand même un détail parce que, bon. Je pense aussi, mais oui, c'est vrai que… On voit bien quand même que c'est surtout sur les documents que l'on distribue pendant la formation qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient là. Voilà. Bien. Donc, c'était pour répondre à nouveau TCPF. Est-ce que cela concerne aussi les organismes bilan de compétences? Bien sûr. Bien sûr, ça concerne tout ce qui est au CPF. Donc, que ce soit de la VAE, de la formation continue ou du bilan de compétences, bien évidemment, c'est les conditions particulières qui s'appliquent de la Caisse des dépôts. Hein. Et donc, c'est les conditions de la Caisse des dépôts qui s'appliquent comme contrat, quelle que soit l'action menée. Voilà. On change alors de diapo. Alors, puisque je ne sais pas pourquoi, mais ça me… Je vois par rapport au délai, vous aurez le détail des délais à respecter par rapport à la procédure CPF sur le document qui est téléchargeable sur votre espace prestataire. Le premier délai de réponse n'est pas précisé de mémoire. En revanche, je crois qu'il faut que vous respectiez un délai de 14 jours par rapport aux demandes complémentaires qui sont effectuées par la Caisse des dépôts. Donc, c'est assez court comme délai. Voilà, alors voilà ce qui nous est demandé, dernière liasse fiscale, bilan, compte de résultats, bilan pédagogique et financier, attestation de vigilance, etc. J'ai envie de dire que l'attestation de vigilance, à partir du moment où vous faites un contrat avec l'État, que l'État vous demande une attestation de vigilance, c'est pas complètement illogique. Ce qui me paraît un peu plus bizarre, c'est effectivement de demander un business plan. Voilà, c'est une nouveauté. Voilà, l'attestation de vigilance, normalement, on doit vous le demander par tout contrat que vous signez. Hein. Est-ce que c'est des obligations légales qui n'ont rien à voir avec la Caisse des dépôts, hein. Et puis si vous faites un contrat avec un organisme d'État, l'organisme d'État vous demande de lui produire votre attestation de vigilance. Encore une fois, c'est ce qui me heurte le plus, moi, c'est cette demande nouvelle de business plan, parce que… Mais ça, on ne peut pas trop le vérifier parce que sur le document qui est en lecture en accès libre, ce n'est pas précisé. Donc, est-ce que ça dépend C'est toujours gênant quand ça dépend, mais est-ce que ça dépend effectivement de la personne qui étudie le dossier et qui va demander certaines pièces ou pas, de la typologie de l'organisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas listé en pièces de départ, on va dire. C'est ça. C'est ça.
Alors bon, est-ce que les anciens, ceux qui sont là sur EDOF depuis longtemps, sont obligés de repasser la procédure comme s'ils étaient nouvel entrant? De toute façon, ce sera le cas. Est-ce que vous devez attendre le courrier? J'imagine, puisque je ne crois pas que le formulaire soit en accès libre. Donc, vérifiez bien vos boîtes, et y compris vos spams, parce que si vous passez à côté, ça peut être assez grave. Voilà. Peut-être vous en inquiétez auprès des services de la Caisse des dépôts si au bout de quelques temps, vous n'avez rien, parce que j'imagine qu'effectivement, c'est en plusieurs phases. Ils ne peuvent pas instruire l'ensemble des dossiers vu le nombre de personnes qui sont sur le CPF. Mais en principe, tout le monde doit y passer. Tout le monde doit faire cette procédure, absolument. Alors, on passe au reste à charge. Alors, le reste à charge, il y a eu pendant l'année 2023, le ministre du Travail a dit le reste à charge, ce n'est pas l'urgence du moment. Et puis, si vous regardez le webinaire que nous avons fait avec notre ami Stéphane Rémy de la DGESP, Stéphane Rémy nous dit oui, mais il a dit que c'était pas urgent, ça ne veut pas dire que c'est abandonné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le reste à charge est dans la loi, alors il doit y avoir un décret qui concerne le reste à charge. Donc le ministre du Travail a dit ce décret n'est pas urgent. Mais là, on remet le reste à charge pour dire ben maintenant on va s'en occuper et vous pouvez vous attendre à avoir un décret reste à charge courant 2024, vraisemblablement au début de l'année. Donc restez bien à l'écoute sur ce reste à charge. Alors, ce que l'on sait, c'est que le reste à charge ne sera pas applicable aux demandeurs d'emploi, enfin qu'il va y avoir des conditions du reste à charge et que combien seront applicables au reste à charge? Est-ce que ce sera un montant fixe? Est-ce que ce sera un pourcentage du montant de la formation, de la prestation VAE formation facturée ou bilan de compétences ou il faut attendre le décret. Il se murmure que ça ne devrait pas dépasser les 10% de la facture, mais enfin 10% d'une facture de 600 € ou 10% d'une facture de 6 000 €, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pour ça que on peut tellement rien dire, ce sera dans la limite 2. C'est-à-dire que si j'ai une facture de 6 000 € et qu'on me dit 10%, ce sera peut-être pas 10%, mais ce sera peut-être dans la limite de 150 € de je ne sais pas combien. Voilà. Donc, en tout cas, encore une fois, voilà la raison pour laquelle il faut rester en veille, en permanence, quotidienne. Vous avez LinkedIn, vous avez quand même plein de choses, veille formation, qui est quand même un outil majeur pour la veille. Les webinaires CFS+, mais il y en a d'autres. Donc, soyez en veille pour savoir ce reste à charge, quand est-ce qu'il va être applicable avec ce nouveau décret. Voilà. Alors on est pour ou on est contre le reste à charge, c'est un débat qui n'a plus lieu d'être puisqu'on sait qu'il y aura un reste à charge. Il est dans la loi, donc il doit y avoir un décret. Le décret va arriver. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le reste à charge. Non, il n'est pas abandonné. Ou alors il faudrait changer la loi. Donc, alors il faudrait changer la loi. Et puis il y a des discussions aussi avec Bercy sur, si vous avez écouté le ministre de l'économie, il a dit aussi qu'il fallait faire, donc il y a des volontés quand même aussi de réduire le coût du CPF, etc. Maintenant, c'est pas le reste à charge qui va réduire le coût du CPF. En revanche, c'est un point de vue personnel que je vais vous donner, c'est qu'à partir du moment où il y a un reste à charge, où la personne va être obligée de sortir un peu d'argent de sa poche, même si c'est pas beaucoup, elle va peut-être commencer à s'intéresser un peu plus à ce qu'elle achète. Vous comprenez, quand j'ai un CPF, c'est mon CPF, je peux acheter n'importe quoi comme formation, c'est pas moi qui paye. Alors que si, c'est moi qui paye, puisque je paye avec quelque chose qui est une cagnotte pour me former, et autant que j'utilise cette cagnotte pour me former pour des choses dont j'ai réellement besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où je vais mettre un petit peu de l'argent personnel sur l'affaire, je vais peut-être dire, mais au fond, qu'est-ce que j'achète? Et c'est là où l'importance des certifications professionnelles va apparaître, en disant, avant d'acheter une formation, je vais peut-être regarder
à quelle certification elle prépare cette formation. Et peut-être que j'ai intérêt à réfléchir d'abord à la certification dont j'ai besoin et après d'aller voir comment je peux obtenir cette certification. Parce que je peux peut-être obtenir en candidature individuelle cette certification. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mobiliser mon CPF. Vous voyez, c'est-à-dire que commencer par s'intéresser à la certification dont on a besoin, puis après, le moyen d'accès. Alors, un moyen d'accès, il y a une VAE, un moyen d'accès, il y a une formation continue. Les deux sont éligibles au CPF. Mais le CPF vient en réflexion comme un moyen de financement du moyen d'accès à la certification dont j'ai besoin. Et je pense que la mobilisation du reste à charge devrait, à mon avis, impliquer ça du point de vue de la personne qui a son CPF à mobiliser. Ah ben, faut qu'elle sorte un petit peu d'argent de sa poche. Donc, il y a quand même, c'est mon point de vue personnel, hein, j'ai peut-être tort, mais quelque chose qui mobilise l'attention que j'ai au fait de qu'est-ce que c'est que cet argent que je suis en train de dépenser et quel est son but. C'est responsabiliser, oui, c'est-à-dire on sort un petit peu de la fièvre acheteuse, CPF, 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 mobiliser votre CPF, on ne sait pas très bien pourquoi, et puis tous ces scandales qu'on a eus les années précédentes sur une exagération complète du CPF. C'est peut-être aussi un moyen de lutte contre la fraude le plus efficace. Hein. Encore une fois, parce que les gens vont commencer à s'intéresser à ce qu'ils achètent. Enfin, bon, c'est un réflexe de consommateur, mais moi, si je dépense de l'argent, je sors de l'argent de ma poche, je veux dire, qu'est-ce que je suis en train d'acheter? Voilà. Alors que l'argent, je ne le vois pas, il est sur un CPF, je ne sais pas très bien ce que c'est, bon, c'est pas grave. Et puis en plus, certains me promettent de dire, bah, si j'achète, ils vont m'offrir un ordinateur, ils vont m'offrir un voyage, je ne sais pas où. Ben ouais, les scandales qu'on a eus. Hein. Et ben, si je suis obligé de sortir de l'argent, ça ne peut plus fonctionner, ça. Voilà. Alors, encore une fois, j'ai peut-être tort. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas en discussion. Voilà. Alors, on continue. Avec, je suis un peu. Voilà. Ouais. Alors, nouveauté dans les certifications professionnelles. Maintenant, ben, vous voyez, le lien avec les certifications professionnelles dont je viens de parler, il est tout trouvé. Encore une fois, si j'ai un reste à charge, je vais m'intéresser à ce que j'achète. Et je vais peut-être m'apercevoir qu'il ne peut pas y avoir de financement CPF si au bout, il n'y a pas une certification professionnelle inscrite soit au RNCP, soit au répertoire spécifique. C'est quoi ces trucs-là? C'est quoi RNCP? C'est quoi répertoire spécifique? Hein, voilà. Il faudrait peut-être s'intéresser à ce qu'on achète. Hein. L'article L623, 3, je crois, L623-6, alinéa 1, définit ce que c'est qu'un financement par le CPF. Une prestation de formation est finançable par le CPF si elle est sanctionnée. C'est-à-dire qu'il faut passer une sanction au bout de la formation ou de la VAE, hein, qui est l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire spécifique ou une attestation de validation d'un bloc de compétences. Voilà. Et ben, s'il n'y a pas un bloc de compétences, s'il n'y a pas une certification RNCP ou s'il n'y a pas une certification RS, il n'y a pas de financement CPF possible. Sauf évidemment le permis de conduire, sauf évidemment la création d'entreprises, mais ce sont des autres sujets. Ça, c'est ce qu'on appelle des codes collectifs, et c'est un petit peu différent. Et puis, le bilan de compétences. Au bout d'un bilan de compétences, il n'y a pas une certification professionnelle. Mais au bout d'un bilan de compétences, il peut y avoir une recommandation de passer une certification professionnelle. Alors, les nouveautés certification professionnelle, c'est plutôt Isaline maintenant. Oui, c'est ça, oui. Alors, du coup, il y a eu plusieurs petits changements qui sont apparus. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de se mettre en veille, de bien être vigilant
aux publications de France Compétences sur leur site et également via LinkedIn. Il y a eu 2 nouvelles notices d'aide au dépôt de demande d'enregistrement RNCP et RS qui sont apparues en septembre 2023. Il n'y a pas eu de grands changements, si ce n'est du coup que maintenant un compte utilisateur qui a le profil gestionnaire d'entité peut faire la demande d'un numéro de changement, de SIRET, alors que le dossier est en cours d'instruction. Donc ça, ce n'était pas possible avant. Il fallait attendre que ce soit actif, il me semble, ou alors que ce soit refusé. Et donc là, il peut faire la demande en cours. Donc sur les notices d'aide, il y a vraiment toute la démarche, le protocole qu'il faudra mettre en place du coup, pour faire cette demande qui est renseignée. Un grand changement aussi qui est déjà en train de se faire aujourd'hui, c'est un gros chantier, c'est les correspondances et les équivalences et les passerelles entre blocs de compétences et certification professionnelle. Donc là, France Compétences fait un gros chantier là-dessus. Ils en avaient déjà un petit peu parlé en juillet. Donc là, pareil, sur les nouvelles notices, il y a toujours la procédure qu'il va falloir renseigner au sein de la téléprocédure de France Compétences qui est détaillée. Donc, bien faire le lien, renseigner les certifications avec lesquelles on a fait des correspondances, qu'elles soient partielles ou totales. Et dans le nouveau document d'enregistrement téléchargeable sur la plateforme France Compétences lorsqu'on fait un dépôt d'une certification RNCP, il y a le tableau justement où il va falloir renseigner diverses catégories de correspondance. Donc, il y a 4 catégories. Il y a la première catégorie qui est la correspondance totale ou partielle avec des versions antérieures au RNCP. Ensuite, il y a la deuxième catégorie où ce sont des correspondances partielles ou totales avec des certifications actives au RNCP. La troisième catégorie, c'est des correspondances partielles actives au RNCP. Et la dernière, c'est des correspondances, qu'elles soient partielles ou totales, avec des certifications RS. Donc, c'est vraiment important de bien faire dans les nouveaux dépôts, surtout au RNCP et au RS, c'est pas encore obligatoire, mais ça peut être intéressant de le faire. Donc, du coup, cette analyse des équivalences, des potentielles passerelles qui pourraient être susceptibles d'être réalisées entre différents blocs de compétences, et donc de faire cette analyse, ces écarts, ces divergences, ces points communs. Donc voilà, ça va être vraiment le gros chantier là pour la certification professionnelle qui va arriver. Voilà, alors dans la difficulté, dans l'exercice que vient très bien de décrire Isaline, c'est de trouver les blocs de compétences. Parce que c'est pas facile, donc on va vous donner une solution dans quelques instants. Mais voilà, l'exercice attention, au départ on parlait d'équivalence, il s'agit pas d'équivalence entre blocs, il s'agit de blocs comparables. Et pourquoi on doit passer à 100 000 VAE par an? Un des outils majeurs de la VAE qui est en train de... Il y a eu une réforme de la VAE aussi, là, dont on n'a pas parlé dans notre webinaire, mais parce qu'elle est déjà mise en place, mais cette réforme de la VAE, si vous voulez, c'est un aspect majeur de cette réforme de la VAE, c'est qu'on peut passer un bloc de compétences en VAE. Ouais, et donc, ça veut dire qu'on a plus de 30 000, on a en gros... je donne les chiffres, en gros, on a 5 000 RNCP qui donnent lieu à plus de 30 000, 33 000, je crois, blocs de compétences. Ouais, c'est la richesse absolument incroyable qu'il y a dans les répertoires nationaux, et cette richesse est invisible. Donc nous, on va vous en parler dans quelques instants, un travail que l'on essaye de faire, c'est de rendre ça visible. Et donc de rendre visible en particulier les blocs de compétences. Parce que nos amis qui font de l'accompagnement à la VAE, il va falloir qu'ils s'intéressent à faire de la VAE par bloc de compétences. Quand j'ai une certification RNCP, pour obtenir la certification, il faut que j'ai la totalité des blocs. Mais quand je vais dans un organisme de formation qui me dit ce bloc il est déjà comparable à tel bloc que vous avez ailleurs, j'ai déjà ce bloc. Donc je peux dire soit je le passe en VAE, soit je le passe en candidature individuelle. Bon. Et du coup, la formation qui me reste à faire, c'est sur les blocs qui me manquent. Je n'ai pas de raison de faire toute la formation puisque j'ai déjà des blocs obtenus ailleurs, où j'ai le même organisme de formation, chez le même organisme certificateur. C'est vraiment la volonté de France Compétences. Oui. Et je viens de dire, chez le même certificateur, et éviter de confondre l'organisme de formation et l'organisme certificateur. L'organisme certifie, l'organisme de formation qui est partenaire du certificateur, il est habilité
à former ou habilité à former et évaluer. Mais ce n'est pas l'organisme de formation qui certifie, c'est l'organisme certificateur. Et je dis habilité, puis j'ai eu une hésitation parce que c'est habilité ou accrédité, parce que le ministère du Travail, par exemple, n'habilite personne. Le ministère du Travail délivre des accréditations pour pouvoir délivrer des formations et évaluer sur ces nombreux titres professionnels, puisque une certification au ministère du Travail s'appelle un titre professionnel. C'est tout. Voilà. Pour les passerelles et correspondances. Voilà, l'aspect passerelle correspondance, c'est effectivement très important. Bien, alors, notre sujet suivant, et là, c'est un petit peu moi qui vais parler, c'est, enfin, Isaline, hein, surtout, mais c'est certificateur et partenaire habilité à former ou à évaluer, préparez-vous au contrôle de France Compétences. C'est-à-dire que vous avez, on vous a dit, ces contrôles sont multifacettes. Hein. Vous avez le contrôle, déjà, on a parlé longuement de Calliope. Calliope, comme le dit très bien Cathy, notre directrice, qui est ma fille par ailleurs, Calliope, c'est pour inspirer confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc le financeur, on vous dit, oui, d'accord, on peut vous faire confiance, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous finance. Il n'empêche que l'on peut regarder si ce que nous avons financé, ça a bien été fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle du service fait. Donc, ça peut être le contrôle, ça peut être fait du service fait, peut être fait par le service de l'État, en particulier ce qu'on appelait avant la directe et maintenant qui s'appelle la DRIETS en Île-de-France ou les DRETS dans les autres régions ou les DIETS dans les territoires d'outre-mer. Vous voyez, bon, en tout cas, c'est le représentant du ministère du Travail dans votre région. Eh ben, l'État peut faire des contrôles lui-même sur le contrôle du service fait. La réalité du fait que la formation s'est bien déroulée a bien eu lieu. Le contrôle pédagogique pour les formations en apprentissage par des missions dédiées. Le contrôle pédagogique dans les CFA, quand il y a des CFA qui sont ouverts à des CAP ou des certifications professionnelles, ministère du Travail, de l'Éducation nationale, c'est-à-dire ouverts à des diplômes. Et on peut avoir des inspecteurs de l'Éducation nationale qui viennent vérifier le contrôle pédagogique. Pour ça, quand certains disent sur les réseaux sociaux, on regrette que Calliope n'ait pas du contrôle pédagogique. Mais il faut avoir les qualifications pour faire du contrôle pédagogique. Et le seul métier qui a les qualifications pour faire du contrôle pédagogique s'appelle des inspecteurs de l'Éducation nationale. Donc, ils font ça en CFA. Bon, alors, je pense qu'il n'est pas souhaitable que ce soit élargi à l'ensemble de la formation professionnelle. D'ailleurs, ce serait impossible. Puis, ce n'est pas, de mon point de vue, souhaitable. Maintenant, s'il y a des inspecteurs de l'Éducation nationale dans les CFA, c'est parce qu'il y a des personnes mineures dans les CFA. Vous voyez, à partir du moment où il y a des majeurs, ce n'est plus la même chose. C'est le ministère du Travail. Hein, et là, ce n'est plus le rectorat, c'est le représentant du ministère du Travail dans votre région. Le contrôle du service fait par chaque financeur, je viens d'en parler, et au sujet du contrôle, cette fois-ci de la qualité par des financeurs, j'ai toujours signalé qu'il y a un article du Code du travail qui a été modifié le 1er janvier 2022. Je ne l'ai plus en tête, cet article du Code du travail, mais son numéro. Mais on a rajouté une phrase à cet article du Code du travail qui dit « Les financeurs procèdent à la vérification de la qualité des prestations qui ont été financées. » Les financeurs procèdent à la vérification de la qualité. Voilà. Donc, la vérification de la qualité, ça s'ajoute au contrôle du service fait. Donc, on peut vous demander des choses qui, voilà. Alors, c'est pour ça que les CFA ont beaucoup de contrôle là-dessus, en particulier. Bon. Et puis, dernier point, il peut y avoir une mutualisation des contrôles des financeurs confiés au GIE Datadoc, qui s'appelle GIE de... j'oublie toujours son nom, voilà, qui est l'ancien GIE, enfin le GIE qui faisait Datadoc autrefois, mais qui peut faire des contrôles mutualisés pour un certain nombre de financeurs.
Alors, maintenant, certificateurs, c'est ce que je viens d'expliquer concerne les organismes de formation, mais pas les certificateurs. Bien. Les certificateurs et les organismes de formation, vous avez déjà des contrôles nombreux par la Caisse des dépôts et consignations, avec le CPF. Mais à cela va s'ajouter les contrôles de France Compétences. C'est-à-dire que France Compétences nous annonce qu'il va y avoir un renfort des contrôles. Ça a été annoncé déjà en 2021, puisque la loi oblige France Compétences à faire des contrôles. Alors, le premier contrôle dont j'aime bien parler, moi, c'est celui de contrôle sur la communication. Je suis effaré, là, on vous a mis dans la diapositive un petit le logo certifpro+.fr, qui est le moteur de recherche que nous avons lancé à CFS+, avec notre équipe, qui est la possibilité de rechercher d'abord une certification avant de trouver le moyen d'accès à cette certification. Alors, on va sur le moteur de recherche certifpro+.fr, on recherche par exemple, je mets le mot arbre et puis je vais trouver une certification à laquelle je ne m'attendais pas, qui est éducateur grimpe d'arbres. Formidable, qui est une certification portée par l'organisme certificateur du sport, c'est-à-dire par la branche du sport. Et ben, vous êtes rassuré quand vous êtes parent et que vous emmenez vos enfants dans un acrobranche de savoir que les personnes qui sont dans les arbres avec vos enfants ont une certification professionnelle reconnue par l'État qui s'appelle éducateur grimpe d'arbres. Inattendu quand même. Bien, alors on peut trouver, il y a une richesse absolument incroyable dans les répertoires nationaux que personne ne voit. Donc notre but, c'est de les montrer. Et de montrer, je crois que nous sommes les seuls, en tout cas les premiers sur le marché, à montrer les blocs de compétences. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche comme ça, vous avez, j'ai dit éducateur de grimpe d'arbres, je crois qu'il y a 3 blocs de compétences, vous allez pouvoir visualiser les blocs. Et puis, nos amis certificateurs, vous pouvez utiliser ce service, c'est gratuit, pour rechercher les blocs comparables aux vôtres. Voilà. Notre but, c'est de faire connaître au grand public les certifications professionnelles. Bien, je suis effaré dans le travail que nous faisons tous les jours par le nombre de certificateurs qui ont sué sang et eau pour pouvoir faire reconnaître leur certification par l'État avec un enregistrement au RNCP ou au RS. Et puis, quand on leur demande un lien vers la page qui présente leur certification, il n'y en a pas. Vous avez entre les mains un objet qui a une valeur inestimable et vous ne communiquez pas dessus. Bien. Après, pour les pages présentant la formation avec le tarif de la formation, le lien vers le CPF, il n'y a aucun problème. Mais communiquer sur votre certification. Et c'est très important dans les contrôles qui vont venir de France Compétences. Parce que si vous n'êtes pas capable de communiquer sur à quoi elle prépare la certification, vers quel métier elle vise, quel niveau, quels sont les résultats du point de vue de l'embauche, et quelles sont les passerelles. Vous avez un indicateur Calliope qui vous décrit tout ça. Eh ben, ce n'est pas forcément à l'organisme de formation de trouver les informations par lui-même. Ces informations-là, elles devraient figurer sur la page de présentation de la certification. Voilà. Et quand vous faites ça, quand vous communiquez sur votre certification, et qu'en même temps, parce que sur le site certifpro+.fr, quand vous arrivez sur la page de la certification, vous avez les blocs de compétences quand c'est RNCP, vous avez les prérequis qui sont demandés, etc. Vous avez un certain nombre d'informations, les codes ROM quand c'est RNCP, les formats codes, etc. Et puis en dessous, vous avez la liste des partenaires qui sont habilités à former ou habilités à former et évaluer. Alors, les certificateurs comme les partenaires habilités à former ou à former et évaluer sont invités à mettre sur notre site certifpro+.fr leur logo et puis les offres vers leur lien. Voilà. Comme ça, c'est visible et c'est clair. Et quand vous faites ça et que France Compétences va vérifier la cohérence de votre communication, la cohérence de ce que vous faites, avec la cohérence de ce que font les organismes de formation qui font partie de votre réseau de partenaires habilités. Voilà. Alors, il faut que vous vérifiez la cohérence. Vous êtes obligé, en tant qu'organisme de certificateur, de faire tout ça. Parce que sinon, vous vous préparez de mauvais rendez-vous pour le renouvellement de votre certification. Une certification, elle a une durée maximale de 5 ans. Bien. 5 ans, ça passe très vite.
Et quand vous allez arriver au renouvellement et que vous n'avez pas toutes les informations dont vous avez besoin, parce que votre certification, pendant les 5 ans, vous avez oublié de la faire vivre, bon, ça, vous avez fait vivre les organismes de formation, il n'y a pas de problème. Mais il faut suivre les résultats, suivre ce que les personnes qui ont utilisé la certification deviennent, est-ce qu'ils ont, à quoi leur sert la certification, vous allez devoir, y compris au répertoire spécifique. Il faut que vous apportiez la preuve que votre certification, elle a servi aux personnes qui l'ont entre les mains. Et tout ça, ça se prépare. Et ne pas communiquer sur la certification, pour moi, est une erreur. Voilà. Alors, on va répondre à la question, le CPF est-il légal de payer 2 fois une formation? Je me pose la question de la légalité du reste à charge. Si le reste à charge est dans la loi, c'est qu'il est légal. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, il est dans la loi, c'est le reste à charge, donc il est légal. Bien. Maintenant, est-ce que payer 2 fois une formation parce que le CPF aurait été financé par les entreprises, ça c'est du détail. On ne peut pas répondre à cette question, on attend le décret. Voilà. Alors, si nous sommes partenaires avec un certificateur type ICDL, pouvez-nous être contrôlés? Bien sûr que oui. Vous pouvez être contrôlé par la Caisse des dépôts déjà, puisque j'imagine que si vous faites votre certification ICDL, votre formation est payée par le CPF, beaucoup, mais vous pouvez aussi être contrôlé par France Compétences, bien sûr. Mais c'est d'abord ICDL qui va être contrôlé. Mais on va contrôler ICDL, pour prendre ICDL, je pense à une certification ICDL où on a 1500 partenaires. Donc, je dis ça pas pour ICDL, hein. Si je regarde des certifications ministère du Travail, j'en ai une en tête, là où on a 1327 partenaires. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir plus de 1000 partenaires, mais ministère du Travail ou ICDL ou n'importe quel certificateur, France Compétences va leur dire comment est-ce que vous gérez la vérification de ce que ces 1327 ou ces 1504 organismes habilités à former, comment gérez-vous la qualité du réseau que vous avez habilité? Voilà, donc oui, en tant qu'organisme de formation préparant la certification, vous pouvez avoir des contrôles, bien sûr. Et si vous faites n'importe quoi, d'abord, le premier à vous contrôler, c'est l'organisme certificateur. Hein? Ça fait partie du boulot de l'organisme certificateur de contrôler ce que font les partenaires qui sont dans le réseau. Hein? Et quand j'ai une certification où j'ai 1500 partenaires, il faudra que je démontre à France Compétences que j'ai la capacité de faire. Bon, il y a des réponses, hein. En particulier, je pense pour les certificateurs à une réponse qui s'appelle MyCertif, par exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, où on automatise un certain nombre de choses. Et il y a des moyens de faire du contrôle, hein, y compris quand on a 1000 partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Paul, Alexa? Non, pas sur ce sujet. Non. Alors, on passe au sujet suivant, du coup. L'apprentissage, des nouveautés aussi concernant l'apprentissage avec des évolutions pour l'année 2024. Un sujet qui fait beaucoup parler dans les CFA, les NPEC, niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. Donc, comme le rappelait Stéphane Rémy, l'objectif, c'est que ces NPEC soit le juste prix en fait du coût de la formation par apprentissage. Et bien sûr, c'est pas facile parce que les CFA ont tous des charges différentes. Alors, on peut voir que certains CFA ont mis en place le reste à charge. Alors, encore faut-il que l'entreprise accepte de payer ce reste à charge. Un autre point intéressant, on va un petit peu reparler de Calliope, de la V8, parce qu'il y a beaucoup de points qui concernent les CFA. Et un point intéressant au niveau de l'indicateur 13 dans cette nouvelle V8, c'est qu'on parle enfin de pédagogie de l'alternance. Et on peut voir aussi cette volonté d'améliorer la qualité, de rendre plus performant la qualité dans les CFA, mais dans les formations en alternance. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, en France,
l'apprentissage a très bonne réputation et même c'est rare de voir une entreprise qui n'a pas d'apprentis aujourd'hui. Et les entreprises, elles sont très satisfaites des CFA et c'est un petit peu grâce à ces exigences qualité, à ces contrôles qui nous permettent de toujours de nous pousser à nous améliorer, mais c'est ce qui permet aussi de nous développer davantage. Et donc, peut-être, dès qu'il y a des nouveautés concernant la qualité ou les contrôles, les prendre vraiment comme des opportunités et pas comme des menaces, et de bien comprendre ces différentes exigences qui vont nous permettre de nous améliorer, d'être plus performants, et donc d'avoir plus d'apprentis et de développer encore plus nos CFA. D'autant qu'en parallèle des contrôles, il y a aussi pas mal de guides qui sont sortis, Vademecum, outils de communication, notamment sur la santé-sécurité. Donc, des choses qui permettent aux CFA de remplir leurs 14 obligations inscrites dans la loi, au-delà de Calliope, et qui peuvent être très utiles aussi à l'alternance en général, puisque bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, j'allais dire. Hier, j'auditais un organisme qui faisait à la fois de la formation en alternance et qui était aussi CFA. Ils ont mis en application tout ce qui était bonne pratique CFA dans leur formation en alternance hors apprentissage. Et c'est une très jolie façon de voir les choses, puisque finalement, les publics qui font de l'alternance, qu'on les appelle apprentis ou autres, ou stagiaires ou en contrat de professionnalisation, ont les mêmes besoins au final. Donc, ce que tu dis est très juste. À la fois le renforcement des contrôles et effectivement ce qu'on voit apparaître dans la version 8 de Calliope, faut vraiment le prendre comme une opportunité de se professionnaliser en tant que centre de formation par apprentissage. Voilà, c'est tout pour l'apprentissage. Pas de questions sur l'apprentissage. J'en profite pour répondre à beaucoup ne se formeront plus. On revient un peu sur le reste à charge, le CPF. Beaucoup ne se formeront plus, surtout à l'heure actuelle de la préparation de ces fins de mois. Oui, enfin, encore une fois, ils s'intéresseront avant de se former et de mobiliser leur CPF. Ils s'intéresseront à ce qu'ils achètent justement parce que j'ai du mal à, donc, quand je vais investir dans une formation, je vais peut-être m'intéresser un peu plus à ce que j'achète. C'est encore une fois, enfin bon, là, c'est un débat théorique. J'ai laissé dans le chat, notre certificateur n'envoie pas de certificat de réussite à l'audit de surveillance. Bon, là, on revient sur Calliope. Alexa, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Notre certificateur n'envoie pas de certificat. Je suis assez étonnée. Oui, je suis assez étonnée, mais bon, malheureusement, il y a des pratiques peut-être un peu. Je suis un peu surpris aussi. Je vous invite à vous rapprocher de votre certificateur pour lui poser cette question. Pourquoi il n'envoie pas le certificat dans ce cas-là? Ou est-ce qu'il ne vous est pas parvenu? Est-ce que c'est un oubli de sa part? Mais rapprochez-vous de lui parce qu'effectivement, je ne comprends pas. Voilà. C'est important. Ça risque de vous être demandé de toute façon, au-delà de l'obligation d'affichage du certificat. Certains OPCO redemandent les certificats en cours. Donc, oui, rapprochez-vous de votre certificateur. Voilà. Alors, on passe au dernier point de ce webinaire qui sont les nouveautés sur l'environnement réglementaire. Là, c'est Alexa qui va nous en parler. Simplement faire un petit point pour les organismes qui sont, qui dépendent de la convention collective des organismes de formation. Il y a eu beaucoup d'avenants qui sont parus cette année. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à bien les prendre en compte. Ils font suite à l'accord du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective. Et bon, il y a eu un déploiement un petit peu, temporisé par une série d'avenants. Et ces avenants concernent notamment la couverture complémentaire obligatoire des frais de santé, la mise en place d'un régime de prévoyance, l'établissement du contrat de travail, la période d'essai, la modification du contrat de travail pour motif économique, la Pro-A, l'embauche, la rupture du contrat de travail, sa durée, etc. La formation aussi, puisque
en tant qu'organisme de formation, il faut quand même former ses intervenants et ses salariés. Les congés payés et la maternité et les congés maternité-paternité. Donc tout ça, ce sont on va pas détailler bien sûr le contenu de ces avenants aujourd'hui. L'idée, c'est que vous ayez conscience de cela et que vous alliez sur différents sites qui en parlent, vous renseigner pour savoir si effectivement dans votre gestion RH, vous êtes à jour sur le sujet. Ça fait partie aussi de votre veille réglementaire et ça a des conséquences immédiates sur votre activité. Alors, ce sont les codes NAF, lesquels codes NAF sont concernés? Il y en a deux. Non, là, je ne connais pas les codes NAF par cœur, oui, je suis désolée. 89 A et B, je ne sais plus, enfin, il y a 2 codes NAF qui fait que si vous avez ces codes NAF, vous faites forcément partie de la convention collective de la formation professionnelle et votre OPCO est Acto Opcalia. C'est ça. Voilà. Hein. Maintenant, vous pouvez, comme CFS+, nous avons un 77 22Z, et là… 70 22Z. Hein, 70, pour le coup, ça c'est le mien, je le connais. Voilà, 70 22Z, notre OPCO, c'est Atlas, et nous sommes autorisés à faire de la formation professionnelle, mais nous avons d'autres activités de la formation professionnelle, et donc notre convention collective, c'est le Syntec. Et ce n'est pas l'action collective des organismes de formation professionnelle. Mais ce n'est pas parce qu'on est au Syntec qu'on ne doit pas s'intéresser à la convention collective des organismes de formation, quand même. Hein. Et puis à notre convention collective Syntec, nous, on est régulièrement, on vérifie dans notre convention collective Syntec. Et je crois que ça a bougé il y a quelques jours, justement. Voilà, hein, et il faut s'intéresser aussi à sa convention collective, et je remercie Alexa de nous avoir mis ce point à l'ordre du jour parce que c'est aussi quelque chose d'important. Dernière petite information pour la personne, mais qui n'est pas la seule à dire je suis toute seule, je suis toute petite, etc. Je vous invite à vous rapprocher d'un organisme qui s'appelle le SICFI, le syndicat des consultants formateurs indépendants. Et le rapport du SICFI avec la convention collective, c'est que le SICFI est maintenant reconnu comme organisation représentative par le ministère du Travail. Organisation représentative, ça veut dire quoi? Il y a 5 syndicats de salariés qui sont des organisations représentatives, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CGC, CFE et puis la CFTC. Bien. Ça, c'est les 5 syndicats de salariés. Et puis, il y a les organisations patronales, MEDEF, CPME et UDP. Et maintenant, pour les organisations patronales, une organisation patronale pour les consultants formateurs indépendants qui s'appelle le SICFI, syndicat des consultants formateurs indépendants. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le SICFI participe maintenant en tant qu'organisation représentative patronale. Pourquoi patronale? Je vais vous l'expliquer, mais le SICFI participe à toutes ces discussions sur la convention collective. Et ça, c'est important pour tous les indépendants qui sont tout seuls. Je suis tout petit, je suis tout seul. Mais vous êtes tout seul, mais vous n'êtes pas tout seul parce que vous avez une organisation représentative qui est là pour vous. Hein. Voilà, donc je vous invite à vous rapprocher du SICFI. Moi, je suis un ancien adhérent du SICFI, c'est pour ça que j'en parle aussi avec enthousiasme, parce que c'est une organisation importante. Alors maintenant, nous sommes aux acteurs de la compétence, parce qu'on ne peut pas rester au SICFI quand on n'a pas, on n'a plus, moi j'ai CFS+, on a 6 salariés, donc on ne peut plus être au SICFI. Ouais, hein, mais pourquoi le SICFI est-il considéré comme une organisation patronale? C'est parce que même quand je suis auto-entrepreneur, eh ben je peux recruter des salariés. Même si je suis auto-entrepreneur, j'ai une entreprise, j'ai un numéro SIRET. À partir du moment où j'ai un numéro SIRET, je peux être employeur. Donc, il est logique que le SICFI soit dans le collège patronal et pas dans le collège salarié. Parce que par définition, quand je suis indépendant, je suis un travailleur non salarié, je suis en structure unipersonnelle. Et si je suis en structure unipersonnelle, ben, je suis considéré comme non salarié. Donc, il est logique que le SICFI soit considéré comme organisation patronale. Mais c'est important hein, dans ce que je vous dis par rapport à la convention collective. Et d'avoir une organisation qui représente les indépendants, ceux qui sont en structure unipersonnelle, est drôlement important. Hein.
Il y avait des questions dans le chat au sujet de la certification Calliope des sous-traitants CPF. Pourquoi on ne développe pas plus ce sujet aujourd'hui? Parce qu'on a qui est un projet, mais on n'a pas de technologie. Donc, c'est un petit peu difficile de commenter là-dessus. On sait simplement que seront dispensés de cette certification a priori les micro-entrepreneurs sous un seuil de 77 000 euros. Après, il y a peut-être d'autres possibilités de dispense, mais c'est suffisamment pas clair dans le texte initial projet pour qu'on commente pas trop et qu'on vous dise pas de bêtises. Voilà, donc ce qu'il y a de certain, c'est que on entend par sous-traitant, puisque je vois une autre question sur le sujet, tous les prestataires externes qui facturent une prestation de formation à un organisme certifié, hein, ça c'est la définition du sous-traitant. Et donc, on est d'accord, ça ne concerne pas les sous-traitants classiques, cette obligation de certification Calliope, mais simplement ceux qui interviendraient pour un organisme dont la formation est présente sur mon compte formation. D'accord? Donc après, on refera un webinaire quand les textes seront sortis, qu'on aura effectivement une certitude sur et les seuils de chiffre d'affaires et les modalités, etc. Parce que là, honnêtement, ça demande à être précisé. Et je pense que si le texte n'est toujours pas sorti, c'est qu'il reste en discussion. Ouais, on en a parlé un petit peu de la sous-traitance tout à l'heure. Il y avait une question dans le chat sur est-ce qu'un numéro de déclaration d'activité est obligatoire quand on est en sous-traitance? La réponse est oui. Oui, on ne le dira jamais assez, oui. On ne le dira jamais assez. Et j'ai mis dans le chat un lien vers un petit document que j'avais produit qui est sur le site de CFS+, dans lequel on a regardé avec Pierre-Henri Bertheusen, que je salue, même s'il il a quitté la profession et il ne vient plus à nos webinaires, mais on avait fait une étude, enfin surtout lui avait fait une étude, on avait regardé tous les guides à l'usage des organismes de formation, de toutes les directs à l'époque, hein, les directs. Il n'y a pas un seul guide de lecture qui ne dit pas en sous-traitance, le numéro de déclaration d'activité est obligatoire. Bien. Et puis sur les réseaux sociaux, on a eu quelqu'un qui était un juriste qui disait mais c'est pas dans la loi. Ben, peut-être que c'est pas dans la loi. C'est suite à ça que j'ai produit cette note qui n'est pas une note juridique, hein, parce que moi je n'ai pas le droit de faire du juridique. Hein, je ne suis pas avocat, donc ça nous est interdit de faire du juridique. Ce qu'on fait, c'est de la recommandation administrative. Bien. Il y a une note de la DRETS, Sud, maintenant PACA, hein, la région Sud, bon, qui dit si vous ne faites pas de déclaration, de numéro de déclaration d'activité, même si vous êtes sous-traitant, le risque, c'est 4 500 € d'amende. Bien. Alors, en vertu de l'article, je ne sais pas combien, du Code du travail. Donc, oui, vous faites de la sous-traitance, ce numéro de déclaration d'activité est obligatoire. Maintenant, ce dont on parle là, c'est est-ce que la certification Calliope est obligatoire pour le sous-traitant? Alors là, la réponse est non, sauf pour le sous-traitant CPF. C'est-à-dire que le sujet de la sous-traitance qui nous attend, c'est il va y avoir un décret qui va dire attention, quand vous avez des sous-traitants que vous faites du CPF, d'abord, la chaîne de sous-traitance est interdite. J'ai un sous-traitant qui a un sous-traitant qui a un sous-traitant qui a un sous-traitant, c'est impossible. Voilà. D'accord? Parce que ça aussi, c'est une lutte contre la fraude, hein, sur le CPF. Et puis, quand je vais avoir un sous-traitant pour une action qui va être financée par le CPF, mon sous-traitant devra avoir la certification Calliope. Mais comme mon sous-traitant est un numéro de déclaration d'activité, ça c'est obligatoire, même si ce n'est pas financé par le CPF. Et c'est de la responsabilité du donneur d'ordre de l'organisme de formation de vérifier que son sous-traitant a bien un numéro de déclaration d'activité. Et c'est quoi un sous-traitant? Par définition, c'est pas un salarié du coup. Donc ça ne concerne pas, puisqu'il y a une question en ce sens-là, les personnes qui seraient en CDD d'usage. Voilà, puisque là, elles ont effectivement un contrat, elles sont considérées comme salariées, même si c'est sur un temps donné. Donc sous-traitant ou prestataire externe, c'est la même chose. En revanche, hein, je vois la personne qui pose deux fois la question, mais en fait, à partir du moment où l'intervenant facture l'organisme mais n'est pas salarié, c'est un sous-traitant, un prestataire externe, vous l'appelez comme vous voulez, mais
voilà, il est concerné par la déclaration d'activité, pas par Calliope, sauf si CPF. Voilà. Alors, il y a une petite ambiguïté, on en avait parlé avec Stéphane Rémy d'ailleurs, il y a une petite ambiguïté sur j'ai quelqu'un qui fait une formation, je fais une formation, puis je fais intervenir, je fais une formation de coiffure, hein, et puis je fais une semaine, et puis pendant ma formation de coiffure, je vais faire venir un coiffeur qui va me faire une démonstration sur comment il coiffe. Est-ce qu'il lui faut un numéro de déclaration d'activité? La réponse est non. Parce que ce n'est pas lui qui est en charge de la formation, c'est le formateur qui est là. Et c'est le formateur qui suit l'intégralité de la semaine. C'est lui qui est en charge de la responsabilité juridique du groupe qu'il a entre les mains. Hein, s'il y a un accident provoqué d'une façon ou d'une autre et que c'est le sous-traitant qui fait la formation, c'est le sous-traitant, et il faut que le sous-traitant aussi ait une responsabilité civile, hein, une assurance responsabilité civile, professionnelle, je veux dire, hein, une RC Pro. Bon, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant. Oui, il y a une notion d'autonomie, en fait, quand il est mis en autonomie. Maintenant, la personne qui intervient pendant une après-midi pour exposer ce qu'elle fait dans la vie, etc., il n'est pas formateur, il est démonstrateur. Et surtout, cette personne, elle ne devra pas faire une facture de formation. Parce que l'obligation d'avoir un numéro de déclaration d'activité, de numéro de déclaration d'activité, c'est quand je facture de la formation. Et on ne peut pas facturer de la formation sans déclarer son activité de formation. Point. Voilà. Encore une fois, donc, ça ne touche pas des intervenants qui viennent faire une démonstration de ceci, une conférence. Oui, voilà, des experts qu'on va solliciter plus ou moins bénévolement, souvent d'ailleurs. C'est ce que Stéphane Rémy expliquait dans notre webinaire, c'est une relative souplesse par rapport à ça. Mais la souplesse, c'est que celui qui a la responsabilité d'un groupe et qui fait la formation du début à la fin, et que c'est lui qui a le contrôle des présences, et c'est lui qui a le contrôle est-ce que tout le monde, pour le service fait, c'est quand même le sous-traitant qui doit, parce qu'il va y avoir des contrôles du service fait par les financeurs dont on a parlé tout à l'heure. Il faut bien que le sous-traitant soit capable administrativement d'apporter les preuves administratives dont son donneur d'ordre a besoin. Vous voyez, et ça, c'est pas le coiffeur qui vient faire sa démonstration pendant 2 heures qui fait tout ça. Hein, voilà. Et voilà, tout formateur indépendant, de toute façon, à partir du moment où on s'appelle formateur, on doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Sinon, on n'est pas formateur. Voilà. Et oui, je vous confirme, pour voir effectivement les discussions dans le chat, bien que le sous-traitant n'ait pas à se faire, l'organisme qui fait appel à ces services doit vérifier qu'il reste effectivement en adéquation avec les exigences du référentiel. Alors, comment le vérifier? Eh bien, ça va dépendre, enfin, il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Déjà, on va peut-être le sensibiliser sur ce qu'est Calliope, quelles sont les exigences de Calliope, donc le former ou en tout cas lui indiquer ce qu'on en attend, et puis vérifier. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en place des choses avec lui d'un commun accord qui valide que les exigences. Alors, les exigences, c'est quoi? Si vous lui déléguez le recueil des besoins, des attentes et du positionnement, vous allez vérifier que effectivement, il l'a bien fait, qu'il s'adapte en situation. En fait, c'est la lecture des indicateurs qui vous indique quoi lui demander en fonction de ce que vous lui déléguez. Voilà, donc vous allez le vérifier, vous allez peut-être déjà lui faire signer une charte ou dans son contrat de prestation lui indiquer qu'il s'engage à respecter les exigences de Calliope quand bien même il n'est pas lui-même certifié. Voilà, déjà c'est une première chose. Est-ce que ça suffit? Pas forcément, mais c'est déjà lui faire prendre conscience de cela. Et puis voilà, n'hésitez pas, tiens, la version 8 est sortie, envoyez-la à vos sous-traitants. Ça ne concerne pas que vos salariés. Voilà, donc encore une fois, pour résumer, parce que là, on est à 1h28, oui. Donc il nous reste 2 minutes. Vous voyez que le temps passe vite. Vos sous-traitants doivent avoir, les sous-traitants à qui vous confiez une action de formation, une action de bilan de compétences ou une action de VAE, ou bien une action de formation dans le cours d'un apprentissage, vos sous-traitants doivent avoir le numéro de déclaration d'activité ou facture une action de formation, alors ils doivent déclarer leur activité, point final. Maintenant, si le sous-traitant n'est pas Calliope, même si le sous-traitant est Calliope, c'est votre Calliope qui compte, c'est pas celui du sous-traitant.
Hein. Le jour de votre audit Calliope, c'est vous qui êtes audité, ce n'est pas le sous-traitant. Donc, que votre sous-traitant soit Calliope ou pas, ce n'est pas le sujet. Bien. Maintenant, quand vous utilisez le CPF et que vous confiez une action de formation financée par un CPF et que vous confiez cette action CPF à un sous-traitant, oui, à ce moment-là, le sous-traitant devrait être Calliope. Et ça, ce sera dans le décret à venir. Voilà. C'est ça. Mais cette application au CPF ne s'appliquera pas à l'ensemble de la profession. Encore une fois, pour la raison simple que je viens d'expliquer, c'est-à-dire le jour de l'audit Calliope, c'est le donneur d'ordre qui est audité. Et ce n'est pas le sous-traitant. Mais vous verrez que c'est un petit peu mieux expliqué dans le guide de lecture. Voilà, nouvelle version, nouvelle mouture. Je cherche mon indicateur 27. Parmi les exemples de preuves, pour répondre à la question qui était posée, effectivement figure le contrat de sous-traitance, tous les éléments qui permettent de démontrer les modalités de sélection et de pilotage des sous-traitants, donc process de sélection, animation qualité dédiée, donc il n'est pas interdit de leur faire des animations qualité, charte, donc effectivement la charte, on voit souvent apparaître une charte dans l'épreuve et c'est judicieux, justificatif présenté par les sous-traitants ou les salariés portés. Et donc, la responsabilité de la qualité appartient au donneur d'ordre, charge à ce dernier de mettre en place les modalités qui assurent la chaîne de la qualité, y compris avec les sous-traitants. Et les sous-traitants, c'est qu'ils interviennent sur des formations qui sont sur votre catalogue que vous pouvez dispenser, donc tout ou partie, sur des formations que eux sont seuls à dispenser. Enfin, peu importe, ça, on s'en fiche. À partir du moment où ils ne sont pas salariés et qu'ils interviennent en votre nom, ce sont des sous-traitants. Parce que je vois les questions, elles s'enchaînent, mais elles portent toutes sur ça. Auto-entrepreneurs, pas auto-entrepreneurs, oui, ils sont tous concernés par le numéro de déclaration d'activité et ils répondent tous à la définition du sous-traitant. Sauf les intervenants qui viennent, voilà, faire juste vocation d'expert à côté d'un formateur. Là, c'est autre chose. Voilà. Le formateur est là, mais le démonstrateur, le coiffeur qui vient faire sa démonstration, il est là en présence du formateur et c'est pas lui le formateur. Voilà. On ne s'assure de rien avec une charte, Julien, mais c'est déjà un premier pas de leur communiquer dans la charte les éléments qu'on attend d'eux. Après, je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier élément et c'est pas la peine de s'en priver en vérité. Que ce soit une charte ou dans le contrat de sous-traitance, autant le préciser. Au moins, ça l'engage. Après, évidemment, il faut que l'organisme vérifie et s'en assure. Il y a plein de façons de le faire, qu'on soit petit ou un petit peu plus important. Il y a des façons différentes de le faire. J'espère avoir répondu à la question. Voilà, alors le temps passe vite, on pourrait rester encore 1h30, hein, visiblement. On a dépassé de 2 minutes, 1h30. Le temps passe vite, on a beaucoup effectivement passé de temps sur Calliope au début, c'est vrai, mais c'est quand même important, surtout avec la version 8. Voilà ce qui vous attend pour 2024. Il y a d'autres choses qui apparaîtront et puis on refera des webinaires. Alors, on remercie bien sûr Alexa pour sa présence. Nous ne ferons pas de webinaire en décembre, on va se reposer un petit peu. Donc, nous allons reprendre nos webinaires normalement au mois de janvier ou plus tard en février. Mais normalement, nous devrions avoir un webinaire en janvier. Restez à l'écoute. On vous prépare un nouveau programme de webinaire pour l'année prochaine avec nos invités Alexa, avec nos invités habituels, France Compétences, etc., pour vous tenir au courant de l'actualité. L'actualité de 2024 va être assez dense. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous allons nous reposer un peu au mois de décembre. Et puis aussi, on va se consacrer au lancement de certifpropulse.fr que je vous invite à faire connaître autour de vous et surtout aux certificateurs qui ont intérêt à valoriser leur certification professionnelle. Merci. Merci de votre attention. Merci Alexa, merci à toutes les personnes, merci Isa et Paul. Au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir.